Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Younge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une autre méthode de classification qui consiste à une autre méthode de classification qu'on appelle machine à vecteur de sport ou support vector machine en anglais. Et cette méthode consiste à séparer les données en différentes classes en essayant de maximiser la marge qui sépare vos données. Et souvenez-vous, dans la rubrique de classification, nous avons présenté pas mal de méthodes, y compris la régression logistique multinomiale, la régression logistique ordinale, l'arbre de décision. Nous avons présenté la méthode bayésienne de classification et nous avons présenté aussi ce qu'on appelle KNN méthode ou les cas voisins proches. Donc, nous continuons justement à présenter les autres méthodes qui vous permettent de voir comment vous pouvez réaliser la classification. Et quand je parle de classification, il s'agit de séparer les individus ou les objets dans différentes classes ou dans différents groupes. Et alors, ce sont des algorithmes qui ont été développés justement pour vous aider à réaliser cette tâche de classification. Alors ici, aujourd'hui, alors je vais vous présenter alors cet autre algorithme qui est utilisé et qui a été développé dans les années 1990 et qui vous permet justement de réaliser la classification. Et le principe de cet algorithme, c'est de pouvoir séparer les données sur base des vecteurs. Comme vous le voyez ici, supposons que vous avez plusieurs données à séparer dans différentes classes. L'algorithme va essayer d'identifier comment il peut séparer justement ces différentes classes en essayant de maximiser en fait la marge qui sépare en fait ces classes. Et pourquoi on parle de vecteurs de sport? Donc normalement, quand on parle de vecteurs de sport, ce sont les vecteurs qui ont été utilisés pour pouvoir séparer les classes. Et comme vous le voyez ici, par exemple, vous voyez ici bon, ça c'est un exemple justement. Ici, vous voyez que c'est cette ligne-là qui sépare les deux classes. Je parle de ces deux classes. Et alors, les vecteurs qui ont été utilisés justement pour séparer ces deux classes, par exemple ici, pour cette classe, c'est ce vecteur-là. Et celui-ci. Mais pour cette classe ici, c'est celui-ci. Et voilà, celui-ci et celui-ci, et ça, et ça, et ça. Et alors ici, la machine va essayer de trouver là où elle peut trouver justement une plus grande marge qui sépare en fait vos données en différentes classes. Et le problème qui peut se poser, c'est lorsque par exemple il y a plusieurs classes à séparer. Et ici, la machine va essayer de travailler en essayant de classer, de séparer 2 à 2. Par exemple, ici, vous voyez, il y a la séparation entre cette classe et celle-ci. Et alors, elle va encore une fois travailler pour séparer cette classe et celle-ci, par exemple. Et après, alors, elle va aussi calculer en essayant de séparer cette classe et celle-ci. Ici, par exemple, vous voyez que s'il faut encore une fois classer, elle va peut-être faire tracer une autre ligne qui va séparer. Vous voyez que quand par exemple ça passe comme ça, donc elle va réaliser comme ça, elle va aussi tracer une autre ligne et comme ça alors elle va trouver justement une classe et elle va apprendre de cela de telle sorte que quand vous présentez les autres données, la machine sera à mesure de classer chaque donnée dans sa classe en fonction de la classe où la donnée appartient. Alors, la question qui va se poser justement, c'est de savoir, est-ce que c'est toujours le cas qu'il faut tracer une ligne droite pour pouvoir séparer les données? Non, ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi il y a plusieurs façons de procéder à la séparation des données. Par exemple, ici, vous voyez que s'il faut que la machine réalise la séparation en différentes classes, vous voyez que ici, ce n'est pas possible d'utiliser une ligne droite pour séparer ces différentes données en différentes classes. Par exemple, ici, vous voyez que si on trace, il n'y a pas une ligne vraiment ici qui permettrait de séparer en deux, par exemple, en deux parties, cette classe ici et celle-ci. Donc, c'est pourquoi, si c'est le cas, la machine va essayer de projeter ces données dans un autre plan et réaliser justement cette séparation. Et il y a plusieurs transformations possibles. Par exemple, si c'est possible de tracer
c'est une ligne, là, on va parler de la séparation linéaire, mais des fois, la machine est obligée de faire la transformation quadratique en essayant justement de faire des contours pour voir là où les données pourraient être séparées dans différentes classes. Par exemple, ici, vous voyez que la machine peut faire comme ça, par exemple, regardez les amis, comme ça. Et, donc, vous voyez que c'est juste faire le contour, ou bien il peut réaliser justement, selon les données justement, il peut réaliser ce qu'on appelle la transformation polynomiale, et donc cela, quand il faut faire des contours comme ça, vous voyez les amis, et aussi, il peut réaliser la transformation sigmoïdale, et s'il faut justement essayer de contourner en faisant juste des trucs comme ça. Mais ce qu'il faut toujours essayer de maximiser, c'est justement cette marge qui sépare les données. Donc voilà, il faut comprendre d'abord la logique. Une fois que le modèle, la machine a justement appris, une fois que la machine a déjà appris la séparation, quand vous présentez une autre donnée, alors la machine, l'algorithme sera à mesure de réaliser cette classification alors dans la classe qui convient. Alors, et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette méthode de machine à vecteur de sport peut être utilisée dans la régression comme elle peut être utilisée dans la classification. Mais ici, nous sommes très concernés par la classification. Alors, ici, comme quand vous avez des données à classer, vous ne pouvez pas savoir a priori quelle est l'approche de transformation qui convient. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en train de faire la classification, vous devez essayer d'essayer ces différentes transformations et regarder là où la marge le taux de précision est élevé. Donc, si vous êtes en train de travailler sur les données réelles pour faire la classification, vous devez justement essayer toutes ces différentes transformations en essayant de voir là où la marge d'erreur est minime ou est réduite. Et c'est ce qu'on va voir travailler sur les données iris pour faire la classification. Et alors, ça nous permet de voir pratiquement comment on peut réaliser justement la classification avec le logiciel R. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Ici, vous voyez, c'est cette méthode de la machine à vecteur de sport ou support vector matching en anglais. Nous avons juste besoin d'importer d'appeler ces librairies pour pouvoir justement réaliser certaines représentations. Et ça, c'est pour réaliser la fonction glimpse. Et ici, j'appelle la base de données ici, laquelle on a déjà travaillé depuis la présentation de ces algorithmes de classification. Ici, je vais juste voir, repérer la structure. Si vous avez vu nos précédentes vidéos, vous avez vu qu'on a travaillé sur cette base de données qui est dans le logiciel R. Et la base de données, justement, comprend 150 observations avec 5 variables. Ici, vous voyez qu'il y a sépare length, il y a sépare width, il y a petal length, il y a petal width, il y a species. Ici, species, c'est la classe justement de ces différentes classes et nous cherchons à classer chaque fleur en fonction de ces différents paramètres dans la classe selon que justement c'est hépatite, c'est cytosa ou vesicolore, etc. Donc voilà, je peux vous montrer l'état de dossier. Quand j'utilise cette fonction, je peux voir justement différentes indications. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons 5 observations, 5 colonnes, etc. Voilà toutes les catégories qu'on a. Et puis, nous pouvons justement voir le nombre. Quand je vais voir le nombre justement de ces frais, je peux faire table, la fonction table, iris. Moi, je vais voir combien on a de species. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez que c'est tout ça, nous avons 50 fleurs, Bescolor 50 fleurs, Virginica, nous avons 50. Pour faire la visualisation pour voir s'il y aurait justement s'il y aurait une séparation visible. Et quand vous regardez bien les amis, si c'était présentation, regardez, vous pouvez voir que visiblement il peut y avoir une séparation entre ces frères. Et quand je fais la visualisation, regardez, je suis en train d'agrandir le graphique. Donc, vous voyez que par exemple, cette catégorie, vous voyez ici que apparemment elle est à part.
Mais pour cette autre catégorie, vous voyez qu'il y a des feuilles qui sont, disons, entremêlées. Ici, vous voyez que, par exemple, ces points-là sont ici, alors que ça devrait être ici s'il y avait une séparation. C'est là où j'ai dit que ce n'est pas toujours évident que l'algorithme puisse réaliser une séparation avec une ligne droite. Par exemple, ici, vous voyez que c'est possible de réaliser une ligne droite, les amis. Vous voyez ici, comme ça. Pardon, comme ça. Mais ici, ce n'est pas toujours évident. C'est là où j'ai parlé de transformation. Vous voyez que, par exemple, la machine peut essayer de faire comme ça, par exemple, ou bien de faire comme ça. Donc, vous voyez, les amis, donc c'est là où j'ai parlé de transformation. Alors, et pour faire justement cette classification avec machine à vecteur de sport, nous avons besoin de cette librairie. Alors, il faut appeler cette librairie dans l'environnement de travail. Si vous n'avez pas, si vous l'avez bien sûr installé, si vous n'avez pas installé ça, il faut d'abord commencer par l'installation de cette librairie. Ici, je vais toujours, comme je l'ai toujours fait, je vais procéder à la séparation entre les données d'entraînement du modèle et les données de test, parce que c'est ça, ces données de test-là qui me permettront d'évaluer justement la performance de mon modèle. Ici, ce sont toujours les mêmes commandes. Vous voyez que je vais utiliser 70% pour 0,7 pour l'entraînement et 0,3 pour le test. Donc, ce qui représente pour les données d'entraînement, c'est 112 observations et nous avons 35 observations pour justement, pardon, 38 observations. Nous avons 38 observations pour le test. Alors, nous allons réaliser notre premier modèle. Ici, la commande preprocess, c'est juste pour pouvoir standardiser notre donnée et pour éviter que s'il y a des données aberrantes, elles puissent affecter la qualité de notre modèle. Ici, vous voyez que je vais faire, ça c'est la classe, la variable dépendante. Ici, alors je vais modéliser selon toutes les données quand je fais dot. Ici, c'est pour montrer que je vais prédire ou classer selon toutes les données. Vous avez vu qu'il y avait quatre variables. La variable dépendance, c'est celle-ci. Donc, ça veut dire qu'il reste 4 variables qui vont être utilisées pour entraîner notre modèle. Donc, je vais exécuter cette commande. Et puis, je peux faire le summary du modèle, le résumé du modèle. Et comme vous voyez ici, les amis, regardez, vous voyez que ça, c'est la commande d'abord, ce que j'ai dit qu'il faut centrer. Et puis, vous voyez qu'on a utilisé le SVM, kernel. Donc, kernel, c'est ça le noyau qui permet en fait de faire ces transformations. Par défaut, vous voyez que c'est la radio. Ici, c'est SVM type, c'est la classification parce que nous avons des classes, des variables, des catégories. Mais s'il s'agissait de faire la régression, ici, alors ça serait la régression. Et puis, nous avons ici le nombre de number of support vector. C'est 44. Souvenez-vous, je vous ai montré les vecteurs qui permettent en fait de faire la séparation, comme je vous l'ai montré ici, quand on parle de number of vectors, support vectors. Donc, c'est ça justement, c'est ça qui permet en fait de faire la séparation. Ici, vous voyez qu'ici, il y a 2, par exemple ici nous avons 1, 2, 3. Ici, par exemple, ça serait 5. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ici, c'est là où on dit number of vectors. Ici, là, on dit number of support vectors. Donc, c'est ça que je viens de vous montrer. Là, dans la première classe, on a utilisé 7. Deuxième classe, on a utilisé 18. Et troisième classe, on a utilisé 19. Donc, voilà, c'est ça, les amis. Number of classes, nous avons 3. Justement, c'est Septosa, Vescolor et Virginica. Donc, voilà le résumé du modèle. Ici, je peux justement visualiser notre modèle pour voir comment le modèle se présente. Ici, nous avons besoin de cette librairie. Je vais l'exécuter. Alors, en fait, cette librairie me permet d'accéder à cette fonction slice. Donc, voilà, je vais juste faire la visualisation. Vous allez voir comment alors le modèle a pu séparer voilà, les amis, voilà comment le modèle a séparé nos données d'entraînement, en différentes classes. Je vais essayer d'agrandir justement ça pour faire le zoom. Donc voilà les amis, quand on fait le zoom, vous voyez qu'ici on a essayé voilà la séparation. Donc voilà plutôt la visualisation, voilà comment la machine a fait. Et puis
Voilà, et je vais fermer ça. Et puis alors, je peux cette fois-ci analyser, faire la matrice de confusion. D'abord, la matrice de confusion, je vais commencer, pour voir la précision, je vais commencer par les données d'entraînement, donc training data. Ici, je vais faire la prédiction parce que c'est ça le modèle qu'on a réalisé. Ici, je vais faire le tableau de contingence. Regardez, je vais faire ça. Quand vous regardez bien, je vais essayer de réduire ici l'espace pour que ça soit bien visible, juste pour le tableau. Je vais encore une fois visualiser le tableau ici. Voilà le tableau qu'on a. Voilà les données actuelles ici. Nous avons 47 OSA qui ont été bien classés. Ici pour Vesicola, nous avons 38. Normalement, c'est 38 parce que ici, les données qui ont été bien classées ici, c'est 36. Mais vous voyez qu'il y a 2 qui ont été classées dans Virginica. Et puis pour la catégorie Virginica, 33 données ont été bien classées, mais il y a une donnée qui a été classée dans Vesicolor. Donc normalement, les erreurs de classification, c'est 1 et 2, celui-ci et celui-ci. Mais les bonnes classifications, c'est ça justement. Donc, on peut calculer le taux de précision en prenant les bonnes classifications divisées par le total des données à classer. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Ici, c'est la table réelle des données réelles. Regardez. Donc, c'est ça que je disais. Donc, ici, c'est 40. Vous voyez qu'ici, c'est 38. Ici, c'est 34. Donc ici, je peux justement calculer le taux de précision. Ce que je disais, c'est pour calculer cela, c'est juste les données qui ont été bien classées divisées par le total. C'est toujours les fonctions qu'on a utilisées. Ici, vous voyez qu'avec Radiol, parce que la machine a utilisé Radiol, nous avons un taux de précision de 93%, donc ou 0,97. Le taux d'erreur de classification, justement, c'est 1 moins 0,97, donc ce qui nous donne 0,3. Donc c'est ça qu'on a fait ici. Donc, vous voyez qu'il y a une erreur de classification, un taux de mauvaise classification de 0,3. Alors, maintenant, comme je l'ai toujours dit, pour tester le modèle, on ne teste pas le modèle sur les données d'entraînement parce que ces données-là ont été utilisées pour faire le modèle, mais on fait l'analyse de validation du modèle sur les données de test. Alors, je vais faire les prédictions. Cette fois-ci, je vais présenter les données qui n'ont pas été mémorisées par le modèle, pour voir si réellement la machine va me faire la même chose en termes de taux de précision ou taux d'erreur. Alors ici, vous voyez, ici je vais utiliser les données test parce qu'avant on a utilisé les données d'entraînement. Alors je vais travailler sur les données test. Ici, je vais voir quel est ce tableau de prédiction. Si vous voyez que la machine a prédit 10 comme étant ça, 14 comme Vesicolor et Virginica, etc. Mais alors, s'il faut justement faire la même chose pour arriver à réaliser justement la prédiction, mais ici, je peux aussi voir finalement c'était combien les données réelles. Ici, vous voyez que c'est 10, c'est correct. Mais ici, la prédiction de Vesicolor, vous voyez que c'est 14, alors qu'en réalité, dans les données test, nous avons 12. Ici, pour le cas de Virginica, nous avons 16, mais dans la prédiction, on a 14. Ça veut dire qu'en réalité, comme vous le voyez, la machine, pour le cas de Virginica, il y a des données de Virginica qui ont été classées dans Vesicolor. Voilà. Parce qu'ici, normalement, on devrait avoir 16, mais on devrait avoir 16, mais on a 14. Mais ici aussi, dans Vesicolor, on devrait avoir les 12, mais on a 14. Ça veut dire qu'il y a des données de Virginica qui ont été classées dans Vesicolor. Alors, pour calculer le taux, justement, le taux de précision, c'est toujours la même formule, mais ici, vous voyez que je vais travailler sur le tableau de ça. Des prédictions. Je vais travailler sur le tableau des prédictions ou prédictions ou de prévisions. Voilà. Regardez, j'ai un taux de 94 alors que j'avais 97. Donc, vous voyez qu'en termes de précision, quand même, il y a une petite réduction, mais quand même, un modèle qui est performant à réseau de 95%, quand même, vous voyez que c'est pas mal. Ici, je vais essayer de voir le taux, c'est juste 0,5 parce que c'est 1 moins 0,95. Alors, comme vous l'avez vu, la méthode qui a été utilisée dans le premier modèle par défaut, c'était Radiol. Je vais vous montrer ici. Vous allez voir que c'est Radiol qui a été utilisé par défaut ici. Alors, souvenez-vous, dans la première présentation, je vous ai dit que
il y a plusieurs transformations qu'on peut faire pour justement voir le modèle, la transformation qu'il faut quand vous avez des données pareilles, comme ça. Donc, vous voyez que par défaut, la machine a utilisé Radior, mais je vous ai dit qu'il y a d'autres transformations qu'on peut faire, mais pour valider la transformation qu'il faut, il suffit juste de voir la marge d'erreur sur les données, le taux d'erreur sur les prédictions. Donc, ici, je vais faire la transformation, c'est ça. Au lieu de Radior ici, je vais faire Linear. Et puis, je vais calculer. Ici, par exemple, nous avions en termes de précision, c'était 0.95 pour le premier, pour la radio. Et puis, en termes d'erreur, il y avait 0. Et plutôt, pour la radio, nous avions pour les prédictions, on avait 0,5 de marge d'erreur. Alors, nous allons faire utiliser la transformation, cette fois-ci linéaire, pour voir justement si le taux d'erreur va augmenter ou bien, ou le degré de pression va augmenter ou bien il va diminuer. Donc, c'est ça que je fais. Mais vous voyez qu'ici, Kernel, le noyau a utilisé, donc vous voyez que c'est linéaire. Cette fois-ci, alors je vais toujours continuer à tester mon modèle. Ici, vous voyez que je vais faire ici, ça mode 2. Vous allez voir qu'ici, justement, c'est linéaire cette fois-ci. Le number of class c'est true, mais le vecteur de sport utilisé, vous voyez que c'est 24. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est justement, là, en termes de précision, je vais faire les prédictions sur les données d'entraînement. Je vais juste exécuter tout ça pour voir le taux de précision. Donc, c'est ça qui m'intéresse pour comparer Radior et Linear. Donc, vous voyez que pour Linear, regardez les amis, Linear sur les données de training, donc vous voyez que c'est toujours 0,97 partout. Avant, c'était 0,97 pour Radior et taux de précision de 0,3. Mais ce qui m'intéresse justement, c'est il fallait que je fasse sur les données de test pour voir si réellement je vais vous montrer comment je fais pour les données de test. Pour les données de test, en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais changer ici. Regardez, les amis, je change ici pour les données test. Je vais mettre testing. Je fais comme ça. Alors, je vais changer ici. Vous voyez ici pour faire le test. Ça, c'est test pour linear sur les données de test. Les données de test, je vais voir la précision. Donc ici, je vais changer juste ici. Je mets testing parce que les données, j'ai appelé ça testing. Et ici, je vais faire ajouter T pour différencier justement. Ici, T, je vais ajouter T parce que c'est ça les nouvelles prédictions. Alors, je vais juste calculer et ici le tableau ici ça c'est le tableau 11 parce que c'est un autre tableau que je vais faire cette fois-ci sur les données test parce que je vais voir là, en termes de précision pour voir si réellement il y a une performance de linéaire ou pas. Comme ça je vais choisir la transformation le modèle que je retiens si ça améliore justement la précision. Je vais exécuter tout ça. Et moi, je suis intéressé par justement le dernier chiffre. Apparemment, il y a une erreur. Je vais voir là où se trouve l'erreur. Ici, ici. Vous voyez que ici, c'est testing. Au lieu de training, c'est testing ici. Testing. Voilà. Je vais encore une fois refaire. Ici. OK. Donc voilà, ici, vous voyez que c'est la partie de performance de précision, c'est 95. Donc, aussi sur les données test, vous avez vu pour Radior, c'était 95. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Et en termes de marge d'erreur, c'est taux de mauvaise prédiction, c'est 0,5. Donc, c'est la même chose que Radior. Et puis, je vais changer aussi. Alors, j'avais fait ça. J'avais fait ça ici en bas. Donc, j'avais fait ça. Bon, ça fait rien, donc c'est la même chose, j'avais fait ça. Je ne veux pas tirer beaucoup d'attention pour voir si que j'avais fait ça. Non, ça c'est pas ça. Non. Je vais laisser.
Non, il fallait plutôt faire descendre ça. Il faut faire descendre ça. Il faut que ça vienne en bas de ça. Ici, il faut que ça vienne ici. C'est ici. Alors voilà, on va encore une fois changer. Et pour les linéaires, maintenant je vais changer parce que je vous ai montré qu'il y a plusieurs transformations possibles. Alors je vais changer ici c'est polynomial transformation au lieu de radial qui est par défaut. Et je vais voir en termes de performance là où vraiment on a une grande performance en termes de précision. Je vais exécuter. En fait, c'est la même chose, sauf que je change ici. Les autres commandes, c'est la même chose, sauf que je change juste au niveau de polynomial. Et puis, je vais juste aller jusqu'au niveau de la précision, ici. Précision, est-ce que ici, j'ai fait ces training, il fallait aussi faire sur... ok, ça fait rien. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est de voir, voilà ici c'est 95 en termes, donc ça c'est polynomial. Quand vous regardez en bas, c'est la méthode c'est polynomial. Regardez, c'est polynomial. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il faut faire la prédiction sur les nouvelles données, comment la machine va faire. Alors ici, au lieu de training, ici je vais changer pour mettre testing, pour tester justement le polynomial, le degré de précision sur les données test. Ici, je vais faire polynomial test. Polynomial test. Je vais faire ici. Ici, c'est là où je dois changer. Si je mets par exemple 3. Mais si je mets ici testing, au lieu de training, ça sera testing. Voilà. Ici aussi, je vais mettre testing. Testing. Les données, ça peut être les données de test, ça peut être testing. Ici, je change 3 parce que je viens de changer ici. Et ici, le tableau, il faut, oui, le tableau peut rester 13, ça ne fait rien. Alors, je vais regarder sur les données test. Parce que maintenant, je suis en train de faire de travailler sur les données test. Et regardez les amis, si les données que le modèle polynomial n'a pas vu, voilà, en termes de précision, c'est de 0,85. Donc, vous voyez que le taux de précision est faible par rapport à radial et à linéaire. Là, la transformation linéaire est radiale. Et puis, on va aussi faire une autre, on va tester un autre type de transformation. Donc, sigmoïde. Donc, ici, je vais faire la même chose. Toujours, je change juste ici. Je vais jusqu'à de la précision. Je commence par ici pour l'exécuter ici. Donc ça va. Voilà, je vais regarder le degré de précision. Donc regardez les amis, ici pour la transformation sigmoïdale, vous voyez qu'en termes de précision, vous voyez que nous avons 88, et le taux d'erreur ici c'est 112. Donc vous voyez que parmi ces transformations, on ne peut pas utiliser polynomial transformation ou sigmoïdal parce que vous voyez qu'en termes de taux d'erreur, on a un taux élevé. Donc ici je peux aussi tester en termes de précision, si je peux utiliser aussi sur les données test pour voir finalement ce qui serait pour la transformation sigmoïdale. Et si j'utilise les données test, ici test sigmoïde. Ici, je vais faire les données ici, je vais faire les données ici. Je vais faire par exemple 4. Mais je mets ici test. Ici, vous voyez que j'ai testing, sorry. Ici, vous voyez que le modèle fit 4, c'est celui-ci de sigmoïde, parce que c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, c'est ce modèle-là. Regardez, c'est ce modèle que je suis en train de tester pour voir comment ce modèle est capable de faire les prédictions sur les données futures. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'ici, c'est modèle 4. Ici, c'est testing.
Regardez ici, ça sera testing. Non, ici, testing. Ici, vous voyez que j'ai changé ici, il faut que ça soit 4 ici. Voilà. Et pour le reste des tableaux, ça ne fait rien, donc c'est correct. Donc, je peux exécuter pour voir en termes de précision, de prédiction, alors le modèle se comporte comment? Sigmoïdal. Donc, regardez les amis, vous voyez qu'en termes de précision, c'est 89, alors que le taux d'erreur est de 0,11. Donc voilà, je viens de faire alors notre modèle. Donc ça veut dire qu'on peut retenir radial et la transformation linéaire parce qu'en termes de précision, donc vous avez vu que les deux ont le même degré de précision. Donc voilà les amis, c'était juste vous montrer comment on peut utiliser le modèle de machine à vecteur support ou support vector matching et qui est une méthode vraiment qui est largement utilisée en termes de classification, en termes de prédiction, par exemple des défenses des clients, l'acceptation des produits, d'un nouveau produit, etc. Donc c'est un modèle qui est facile à utiliser, qui est facile à implémenter, mais il faut justement essayer de tenter les différentes transformations pour voir la transformation qui donne un grand degré de précision, une grande précision. Et comme nous avons vu ça, et vous avez vu comment ou pourquoi il faut faire essayer ces différentes transformations, parce que les données, les données que vous avez, vous ne pouvez pas savoir à l'avance quelle est la transformation qu'il faut faire. Donc voilà les amis, en plus des autres présentations qu'on a réalisées pour vous aider à faire des prédictions, de prendre de bonnes décisions. Donc voilà, c'est un autre modèle de classification qui s'ajoute à d'autres modèles qui ont été présentés. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager, et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos, car nous allons continuer à produire d'autres vidéos qui vont vous aider à améliorer votre compétence professionnelle en matière de décision, d'analyse de données. Et merci, à la prochaine vidéo, bye.